Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le jeudi 13 février 2025 et dans cette vidéo nous allons parler de DietPi. Alors DietPi, qu'est-ce que c'est? C'est un système d'exploitation qui est basé sur Linux et plus particulièrement Debian, qui est relativement léger et surtout ultra optimisé. Comme son nom l'indique, diète. Comme quand on fait la diète, on consomme peu de nourriture, peu de ressources. Eh bien c'est pareil, c'est un système qui va être super léger, consommer très peu de CPU, de RAM, de disque. Et la suite du nom, Pi, parce que ça va être utilisable sur les cartes de type Raspberry Pi et similaires, comme le Orange Pi, le Nano Pi, vous voyez, il y a tout ça qui est supporté ici. Vous allez pouvoir aussi l'utiliser sur votre PC en 64 bits, que vous ayez un BIOS ou le EFI. Vous pouvez même tester ça à travers une machine virtuelle. Donc c'est pas réservé au Raspberry Pi. Vous pouvez, si vous le souhaitez, tester ça en machine virtuelle. Nous, on va l'utiliser et l'installer surtout avant sur notre Raspberry Pi 4 modèle B qu'on a à la maison, qui a 2 Go de RAM, donc pas beaucoup de ressources, mais vu que DietPi est super optimisé, le système, il va être très silencieux, très calme, pas prendre, il va se faire discretos, et les ressources quasiment de l'ensemble de la machine vont pouvoir être utilisées pour les programmes, les services qu'on va vouloir faire fonctionner dessus. Donc là, je vais récupérer l'image disque de DietPi pour Raspberry Pi, donc c'était assez rapide à récupérer, quelques secondes même pas. Dans la documentation, on a ici un petit guide qui nous explique ce qu'est DietPi et surtout le guide d'installation. Donc suivant la machine sur laquelle on veut installer DietPi, on a le petit tuto qui va bien, qui nous explique comment faire ça. Donc dans le cadre du Raspberry Pi, il faut évidemment un Raspberry Pi ou la carte sur laquelle on veut installer tout ça. Une carte SD ou un disque USB. On va prendre un disque USB, ce sera plus performant. On récupère l'image. Ensuite, on la décompresse puisqu'elle est au format XZ. Donc 7-zip pour Windows, The Unarchiver sur Mac. Sur Linux, il faut XZUtils qui est installé par défaut. Ici, ils nous disent de décompresser l'image. C'est dommage, c'est en ligne de commande. Et puis après, on a ici la possibilité de flasher cette image avec Balena Etcher. Nous, on va faire 10 fois plus simple. Cette image, on va même pas la décompresser puisque sur Fedora GNOME, on a direct GNOME Disk. Là, je sélectionne mon disque. J'ai même pas besoin de décompresser l'image, puisque quand je vais faire la restauration de l'image disque, ici, je peux prendre l'image qui est directement compressée, il n'y a pas de souci, et je démarre la restauration. Et je confirme le fait que je veux écraser ce disque-là, je mets le mot de passe, et l'image, elle est en train d'être décompressée. Donc c'est assez rapide, on est sur un SSD en USB 3. Une fois que c'est fait, ici vous voyez, on a la petite partition de boot de 130 MB, le système dans une partition de 800 MB, et le reste c'est de l'espace libre. Au premier démarrage, automatiquement, le système va agrandir cette partition et prendre tout le reste du disque. Si on souhaite paramétrer 2-3 petits trucs, on peut monter la partition FAT là, et aller régler des petits paramétrages dans le fichier cmdline.txt. C'est ce que je vais faire ici, puisque je vais rajouter, vous savez, la petite ligne qui va bien pour pas avoir d'erreur sur le disque USB 3. Je vous mettrai l'article de Linuxtrix dans le descriptif. Surtout, une seule ligne dans ce fichier TXT. Et puis, vous avez 2 fichiers DietPi qui sont propres à DietPi, DietPi.txt et DietPi Wi-Fi. DietPi Wi-Fi vous permet déjà de pré-paramétrer la connexion au réseau Wi-Fi si vous n'avez pas de carte, de fil, de câble Ethernet, et que vous n'avez pas envie de brancher un clavier et un écran sur votre Raspberry Pi. Donc comme ça, il se connecte direct au Wi-Fi et vous avez la possibilité de vous connecter en SSH dessus direct. Dans le fichier dietpi.txt, on va avoir ici donc un fichier pareil, commenté avec toutes les informations. On va pouvoir changer déjà des paramétrages de DietPi avant même le premier démarrage. Donc ici, si je veux mettre déjà la locale en français, je peux la mettre. Si je veux mettre le clavier dans la console en français, je le mets déjà.
je peux changer le fuseau horaire. Bon, je ne vais pas tout modifier. Il y a plein de paramétrages que vous pouvez changer ici, vous voyez tout ça. Et à chaque fois, il y a des petits commentaires qui vous expliquent à quoi correspond le paramétrage et vous avez des liens vers divers docs qui vous expliquent tout ça. Mais vous avez des options, voilà, pareil pour le réseau, là, si vous voulez activer ou non l'Ethernet, le Wi-Fi, mettre une IP statique. Donc, voilà, je pourrais dire, par exemple, bah ouais, j'active l'Ethernet, je veux utiliser une adresse IP statique, je définis l'adresse IP statique déjà, et je sais que ce sera exactement cette adresse IP-là à partir de laquelle je pourrai joindre mon Raspberry Pi. Et je sais que je n'ai pas besoin de clavier et d'écran. Donc là, je vais le laisser avec les paramétrages par défaut. Je vais vous montrer le Raspberry Pi se démarrer pour la première fois. Et voir que l'adresse IP, en fait, on peut la voir sur l'écran. Donc là, j'ai plus besoin de tout ça. Je débranche le SSD externe que je vais brancher sur le Raspberry Pi. Je vous bascule sur la carte d'acquisition. C'est une nouvelle carte d'acquisition, donc normalement l'écran est beaucoup plus net que les précédentes vidéos où j'utilisais la carte d'acquisition. Donc c'est vachement mieux pour vous comme ça. Vous avez vu comme c'est net, oh, ça fait du bien. Donc là, hop, vous avez vu le petit coup de F-Disk. Il a agrandi la partition pour prendre tout le disque. Il me met le nom d'hôte dietpi qui est dans le fichier txt. Vous voyez, il paramètre un petit peu les sources. Il nous a paramétré le fuseau horaire, Europe-Paris, défini la locale. Là, il charge les différents éléments pour le Wi-Fi. Donc, il a détecté qu'on était sur un Raspberry Pi 4 et il va faire charger les modules du Raspberry Pi 4. Là, on a vu, il a récupéré l'IP qui finit en 185, 192, 168, 21, 185. Et une fois qu'on a démarré, on a cet écran-là qui est affiché. Donc, on a la date et l'heure, 17h37, jeudi 13 février 2025. On a l'adresse IP qui nous est affichée à l'écran, 192, 168, 21, 185. On peut se connecter ici, directement au niveau de l'écran de connexion. Nous, ce qu'on va faire, on va revenir sur le PC et on va se connecter ici. Je vous mets en plein écran, ce sera mieux. On va se connecter ici en SSH avec l'IP qui était noté. Comme ça, c'est plus gros pour vous. Je mets le mot de passe par défaut dietpi, puisque je ne l'ai pas personnalisé dans le fichier txt. Et là, boum, vous voyez, première connexion en SSH. Il me fait, donc ça veut dire que j'ai du réseau, il me rafraîchit les dépôts. Il va vérifier s'il y a des mises à jour. Il va me faire les mises à jour et il va me démarrer un petit assistant de post-installation qui va nous permettre de paramétrer dietpi. Donc là, il y a une mise à jour. Il va la faire. On en profite qu'on est connecté. Et après, vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo, on va voir combien de mémoire prend l'outil, puisque par défaut, on a déjà htop, et vous allez voir que c'est assez impressionnant. Donc ici, il nous fait les mises à jour. Donc il y a juste libtasn1 là, à mettre à jour. Donc vous voyez, c'est des paquets Debian, Deb12. Donc on est bien sur une base Debian, il n'y a rien de nouveau. Et donc là, on a le petit assistant de post-installation qui nous demande si on veut changer le mot de passe global pour le truc de logiciel de dietpi. Donc je ne vais pas le faire pour le moment. Par contre, oui, je vais changer à tout prix le mot de passe root et de dietpi. Donc là, je définis un mot de passe autre que celui par défaut. Ici, dans la post-installation, on a une information comme quoi il y a une console série qui est actuellement activée. Est-ce qu'on veut la désactiver? Donc, on a des explications. Dans notre cas, on n'en a pas besoin. Donc, est-ce qu'on la désactive? Oui, comme ça, on va grappiller des petits mégaoctets dans la mémoire. Et là, on a notre petit écran de post-installation qui nous permet donc de lancer dietpi config. Donc dietpi config va nous permettre de faire quoi? Je vous le lance. De paramétrer notre système. Donc
sur la partie display, c'est si jamais on veut utiliser DietPi avec un Raspberry Pi ou autre et une interface graphique. Donc là, on peut modifier les résolutions d'écran, la partie Xorg, la partie GPU, enfin tout ce qui concerne la partie graphique. Dans Audio Options, on peut activer la pile audio pour activer l'audio sur le Raspberry Pi si on en a besoin. Performance Options, on va avoir un petit assistant qui nous permet de faire l'overclocking. Alors nous, on l'a vu manuellement à travers une précédente vidéo. Là, DietPi offre un assistant qui permet de changer de profil directement. Donc là, on nous dit, attention, avec l'overclocking, évidemment. Et là, on a plusieurs profils qui sont définis. Et donc, si je veux partir sur un profil ici, eh bien, j'ai juste à le sélectionner, hop, et puis c'est nickel, quoi. Hop. Et là, j'ai pu changer les paramétrages sans aller modifier dans le fichier config.txt. Donc là, on est des paramétrages côté ici, overclocking, performance. Dans Advanced Options, on va pouvoir gérer le swap, les dépôts APT, tout ça, la synchronisation du temps, éventuellement gérer les mises à jour des micro-logiciels si l'outil est installé. À nouveau, la partie série, le Bluetooth, tout ça. Donc on peut faire des petites optimisations là-dessus. On peut paramétrer tout ce qui est local et région. Donc là, vu qu'on l'a fait dans le fichier TXT avant de démarrer, vous voyez, il m'a bien gardé toute cette partie mémorisée. Ensuite, dans Sécurité Options, c'est là qu'on va pouvoir changer le nom d'hôte, le mot de passe de l'utilisateur root. Donc là, si je veux changer et mettre DietPi 4 par exemple, je peux changer le nom ici. Donc c'est des petits assistants assez sympas. Dans Network Options Adaptateur, donc là, ça va être pour gérer tout ce qui est Ethernet, Wi-Fi, IPv6. Si on n'en a pas besoin, on peut la désactiver, l'IPv6. Hop, on peut grappiller quelques petits mégaoctets de RAM. Donc si je veux activer le Wi-Fi, je valide ici. J'active le Wi-Fi. Donc vu qu'il redémarre le gestionnaire réseau, il peut y avoir une petite coupure, un petit freeze quand on est en SSH. Et une fois que le Wi-Fi est activé, je peux scanner les réseaux Wi-Fi. Donc j'ai 5 emplacements pour paramétrer des points d'accès Wi-Fi. Donc si je veux paramétrer le mien, je paramètre ici. Soit j'entre les informations Wi-Fi manuellement, soit je scanne les réseaux autour de moi. Donc là, je vais vous le faire. Je vais prendre la borne en 5 GHz. Hop. Je remplis la passe-phrase qui va bien. Alors là, le problème, c'est que la passe-phrase, elle s'affiche directement à l'écran. Donc, je vais vous flouter tout ça, évidemment. Et elle s'affiche toujours sur cet écran-là. Une fois que c'est fini, je valide. C'est paramétré. Je peux dire si je veux une adresse IP en DHCP, la région pour mon réseau Wi-Fi. Donc là, je vais me mettre en FR, on est en France. Ok, et puis après, je peux appliquer les paramétrages et redémarrer le réseau. Et je vais choper une adresse sur mon réseau Wi-Fi. J'ai un outil même de test de connexion. Dans Network Options, MISC. Donc là, je vais pouvoir avoir des outils pour tester le réseau. Gérer la partie miroir, tout ça. Ok. Et puis dans Auto Start Options, j'ai la possibilité de dire est-ce que je veux démarrer ou pas des éléments lorsque la machine démarre. Ok, donc là par exemple je pourrais démarrer un Chromium automatiquement, je peux démarrer un Media Center Kodi. Vous voyez, il y a plein de petits trucs. Je peux démarrer des scripts précis. Ok, donc là on a pas mal de petits outils si on veut vraiment utiliser un Raspberry Pi et qu'on veut pas s'en occuper, quoi, que il y a des choses qui démarrent toutes seules automatiquement. Et dans les outils, dans Tools, là, j'ai quelques benchmarks si je veux tester le système. Une fois que c'est fini, on va quand même quitter l'outil. On va pouvoir, là, ça c'est des choses propres à DietPi, chercher des logiciels et les installer, chercher des logiciels via cette liste déroulante. Hein, donc si on veut installer rapidement LXQt par exemple, des outils pour du bureau distant, tout ça, hop, vous voyez, il y a des assistants qui vous permettent d'installer un peu des
des collections de logiciels sans vous prendre la tête. Donc vous voyez, il y a pas mal de trucs. La liste est vachement longue. Donc nous, on va rester sur une image pure où il n'y a rien en plus. On peut choisir aussi son serveur SSH. Ici, on a Dropbeer par défaut, mais si on veut OpenSSH, on peut prendre OpenSSH. Là, on va laisser le choix par défaut. Une fois qu'on a fini, on termine l'installation ici. Donc si on n'a rien installé comme logiciel, il nous dit bah, il n'y a aucun logiciel à installer. Est-ce que vous voulez rester sur une image très très minimale? On fait OK. Et à partir de là, notre système, il va être pleinement fonctionnel. Et on va pouvoir l'utiliser. Ouf! Donc la post-install, elle est un petit peu longue. Il y a beaucoup de trucs qui sont proposés. Mais une fois qu'on a fini ça, on a notre DietPi qui va être fonctionnel. Donc là, il y a 2-3 bricoles qui va terminer d'installer. Je vous accélère ça et on va voir ce que donne le système. Voilà, donc là, il a fini. Comme Debian, là, vous pouvez activer les statistiques de paquets. Là, vous pouvez éventuellement participer aux statistiques de DietPi. Donc, on va lui dire non, j'ai pas envie. Et voilà. Et donc là, notre DietPi, il est fonctionnel. Ça y est, fini. Tout est installé, tout est paramétré. Donc, ce que je fais, je reboot. Je vous bascule sur la carte d'acquisition pour vous montrer le système démarré. Voir combien de temps ça prend. Donc, ici, il n'y a pas d'accélération de la vidéo. Hop, le système démarre. Donc, vous voyez, direct, il n'y a pas, les petites framboises qui apparaissent à l'écran. Et on est vraiment sur un système qui démarre direct. Ici, il est en train de démarrer les services. Il est en train d'activer le réseau. Hop, et là, le système est opérationnel. Et donc, quand je vais me connecter à DietPi, donc là, je refais ça. Là, c'est mon mot de passe personnalisé. Touc. Donc, à la première connexion, on aura toujours ce petit bandeau d'informations qui va s'afficher avec l'heure à laquelle on s'est connecté, la date du jour, une information sur le modèle, comme quoi on est sur un Raspberry Pi 4 modèle B, des informations CPU, l'adresse réseau. Bon, ok, on a deux, trois bricoles qui sont affichées. On n'en a pas forcément besoin. Par contre, on a un rappel éventuellement sur les outils propres à DietPi si on ne s'en rappelle plus. Et vous voyez que HTOP, il est installé par défaut. Et donc, si je vous fais un HTOP, eh bien, vous voyez que, alors certes, le HTOP, il est un petit peu modifié. Ici, on a la mémoire. Vous voyez que le système consomme très exactement 46 mégas de RAM. Donc 46 mégas de RAM, c'est vraiment pas beaucoup. Vous voyez que la liste des processus lancés, on les voit même s'arrêter. Donc il n'y a vraiment pas grand-chose qui tourne, sachant qu'on a et l'Ethernet qui est actif et le Wi-Fi. Donc on a les deux services réseau, donc les deux interfaces réseau sont allumées et on est connecté en SSH sur la machine. Donc il y a le serveur SSH, surtout celui-ci, qui est lancé, qui a lancé mon bash, qui a lancé mon HTOP. Donc ça, vous l'enlevez. Et donc si vraiment on ne se connecte pas du tout, on est à une quarantaine de mégas consommés. Et donc à partir de là, c'est une Debian. Donc apt, update. On l'utilise comme une Debian ou comme une Raspbian, si vous avez Raspbian. Et puis, je sais pas, si je veux un serveur web, apt install apache 2, ok, c'est une Debian. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dessus. Donc là, je valide l'installation d'Apache. Je vais le démarrer pour vous montrer que ça marche et puis qu'il n'y a pas de souci là-dessus. Je vais préparer mon navigateur. Ici, faire un petit http://192.168.21.185, on avait dit. Voilà, et donc j'ai ma page Apache 2, super quoi, mon serveur web, il est installé, et donc tout ça, eh bien, on a un serveur web. Alors certes, le serveur web, on n'a pas installé grand-chose, pas PHP, pas de base de données, et on a un serveur web qui fonctionne pour 50 mégas de RAM. Donc, vous voyez, pour aller à mes 2 gigas de RAM, eh bien, je peux faire fonctionner beaucoup d'applications. Donc ça, c'est vraiment un système très optimisé pour Raspberry Pi que vous pouvez
utiliser aussi bien sur ce type de carte que sur une machine virtuelle ou un ordinateur physique. Si vous avez des vieux ordinateurs, que vous êtes à la course à la mémoire, eh bien, vous pouvez l'utiliser également pour faire, pourquoi pas, de la bureautique. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Dietpi vous aura plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.